Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Merguez Co pour ce premier épisode de Barbecue Rugby. Alors, chez Radio Merguez Co, nous on fait les choses un peu différemment. On a beaucoup travaillé la saison dernière, donc on a préféré prendre un mois de vacances supplémentaires. Donc on commence effectivement, tout a bien débuté sur la planète rugby, et tant mieux pour nous finalement, parce qu'on va avoir un programme chargé pour cette première émission. On va tenter de débriefer avec pertinence et plein de merguez cette actualité rugby qui nous est si chère. Avec moi ce soir, je suis ravi de retrouver Christian. Comment vas-tu, Christian? Eh ben, bonsoir à vous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aussi. Ça faisait un long moment on s'était pas parlé, donc je suis très content de revenir. Plaisir partagé, Christian. Plaisir partagé et un immense aussi plaisir de retrouver Thomas Castagnette. Comment vas-tu aujourd'hui? C'est également un grand plaisir pour moi de revenir. Je vais très bien et très content de ces 4 premières journées de Top 14 qui assurent le spectacle pour cette saison. Ouais. Alors, tu annonces déjà la couleur. Effectivement, ce que je disais hors antenne, c'est que c'est probable qu'il n'y ait pas d'impartialité au niveau des chroniqueurs. Je pense que le cœur est majoritairement rouge et noir ce soir. On va essayer quand même de créer un peu de discorde là-dedans. Et effectivement, le programme est chargé. Alors, je vous propose, c'est possible, pardon, avant de finir, c'est possible que d'autres chroniqueurs viennent participer à tout moment au cours de l'émission. Tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas non plus, si vous nous écoutez et que vous avez envie de participer, de nous contacter. Vous serez évidemment les bienvenus pour participer à l'émission. Donc, pour commencer, car le programme est très chargé, effectivement, on va commencer par un premier thème qui est au final assez original. C'est les nouvelles règles qui s'appliquent cette saison sur les terrains du top 14. Avant même de commencer sur l'actualité du top 14, on va commencer par les nouvelles règles. Et du coup, les gars, j'ai rapidement, on va en isoler deux. La 50-22 et le dégagement au pied qui n'est plus depuis ses 22 mètres, mais depuis son embut lorsqu'on aplatit dans son embut. Christian, comment tu vois, quel regard tu portes sur cette nouvelle règle, en particulier celle du 50-22? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, je vais l'expliquer. J'ai rien plané. En fait, j'ai vu ça un peu de loin. Mm-hmm. Sincèrement. Ok. Alors attends, parfait, Christian. Si on pourrait m'expliquer, ça serait bien parce que. Alors, est-ce que Thomas, tu es capable de l'expliquer ou est-ce que je m'en charge? Alors, je crois pouvoir expliquer. Parfait. Donc, 50-22, quand on est dans ces 22 mètres et qu'on tape de manière indirecte dans les 50 mètres adverses, la touche revient à celui qui a tapé. C'est ça. Si on est dans ces 50 mètres et qu'on tape dans les 22 adverses, c'est la même chose. Allez, le mec est aussi brillant que sur un terrain quand il était en Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. C'est magnifique. C'est un sans faute. Effectivement, ouais, c'est quand tu es dans ton camp et que tu trouves une touche indirecte dans les 22 adverses, tu as le lancer pour toi. Et si tu es dans tes 22 et que tu trouves une touche indirecte, ce qui est au final assez rare quand même, dans le camp adverse, tu récupères le lancer en touche. Alors du coup, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté? Ça avait déjà été testé dans le Super Rugby la saison précédente. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que enfin, il me semble que ça a vocation à aérer le jeu. Moi, je suis pas forcément trop d'accord parce que j'ai peur que de se retrouver avec des parties de ping-pong rugby encore plus que d'habitude avec des équipes qui vont essayer de un peu moins relancer pour essayer de trouver la touche. Quel est ton regard là-dessus? Ça permet effectivement de bien aérer le jeu avec du coup des joueurs arrière qui vont moins venir en défense. Donc du coup, il y aura au final qu'un seul premier niveau de défense puisque les autres seront surtout sur les côtés. Après, j'ai peur. Le seul risque que je vois, c'est des essais casquettes qu'il peut y avoir et mettre beaucoup plus de pression en fait sur les 10 derniers mètres au final, puisque voilà,
Donc, c'est le seul risque que je vois, mais je pense que ça fera beaucoup plus de spectacles. Au final, beaucoup plus d'essais. Et ça remet aussi l'accent sur le jeu au pied, qui, je pense, était un petit peu délaissé sur le top 14 par rapport, par exemple, à l'hémisphère sud. Donc, il y aura Ah, beaucoup plus de meilleurs joueurs, je pense, et de jeu au pied que ce qu'il y a eu dans le passé. alors, autant je suis assez d'accord avec le fait que ça peut aérer le jeu et effectivement les défenses vont être obligées de se regrouper derrière, en tout cas sur les côtés pour éviter de se prendre des touches à 5 mètres. Autant sur le fait que ça va, euh, enfin par rapport au jeu au pied, je trouve que justement il y a des équipes, enfin le schéma au niveau en tout cas du rugby international était quand même beaucoup au pied. Avec, je pensais à l'Angleterre d'Eddie Jones ou même la France avec Galtier. Le jeu au pied est quand même une arme qui est beaucoup prise en compte et beaucoup utilisée. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? C'est vrai que c'est l'arme, enfin, ça a été l'arme de Galtier sur ces dernières années où on voyait en fait un jeu de dépossession, c'est-à-dire que dès que l'équipe de France avait un peu la balle, mais voire même dans les équipes enfin assez fortes ces dernières années, en fait on rendait la balle à l'adversaire par un coup de pied. En fait on faisait une sorte de coup de pied de pression où on mettait un maximum de pression et du coup on s'apercevait qu'on avait ces gros coups de tatane. En fait on essayait de remettre la pression dans le camp adverse, de se délaisser de la balle. Et au bout d'un moment, alors il y avait quand même une équipe qui attaquait parce qu'il pouvait y avoir un coup de pied un peu raté. Donc là, ça va stratégiquement, ça va un peu redéfinir ce système-là. Il va falloir effectivement calculer au niveau des arrières la couverture parce que si tu prends un coup de pied et que tu en fait t'as enfin une touche dans tes 22 qui va être contre toi, ça peut être assez catastrophique. Mais oui, enfin, ça peut enlever justement ces périodes de longs coups de pied. Euh, de toute façon, enfin, oui, on s'est aperçu que ces dernières années, le rugby était revenu sur quelque chose une sorte de dépossession, un gros jeu de défense et que ben, les instances du rugby essayent de redynamiser un peu tout ça pour Ouais. redonner un peu d'attractivité au jeu, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon, on va espérer que ça laissera un peu plus d'espace et à des relanceurs un peu fous du style Colby. Bah, du coup, transition complètement volontaire vers le deuxième thème. On va pas forcément trop parler longtemps de la nouvelle règle sur le renvoi depuis son long but par rapport au 22 mètres. Je trouve que c'est potentiellement une bonne chose. C'est vrai que ça Mm. t'es un peu sous l'eau quand même là quand tu te prends quand t'aplatis le ballon dans ton camp et on l'a vu plusieurs fois sur plusieurs actions, par exemple au match de Stade Clermont où les joueurs n'hésitent pas à tenter de relancer plutôt qu'ils avaient l'habitude d'attendre que l'équipe adverse monte pour aplatir, pour relancer tranquillement depuis leur 22. Là, on sent que ils préfèrent quand même dégager au pied tranquillement, enfin plus ou moins tranquillement en touche plutôt que d'attendre la pression de la défense adverse. Du coup, j'enchaîne sur ce qui a un peu marqué la rubrique Mercato de cet été. À l'instar de Lionel Messi au PSG en foot, on a eu un équivalent au rugby. J'aimerais avoir votre avis. Colby a quitté le Stade Toulousain alors qu'il était encore sous contrat avec le Stade Toulousain pour partir à Toulon ou RCT pour une indemnité de transfert record pour le monde du rugby qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros, il me semble, et donc un salaire important qu'il ne pouvait pas avoir apparemment au Stade Toulousain sous prétexte que l'institution est plus forte que le joueur, etc. Colby, je le rappelle, c'est le meilleur joueur élu meilleur joueur du monde en 2018, je crois, lors du titre des Sudaf. Comment avez-vous vécu ça? Est-ce que vous pensez que que ça y est, on a ouvert la boîte de Pandore au rugby et que ça va mal finir cette histoire? Il y a un précédent avec Ficou qui avait fait pareil du Stade Français vers le Racing. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que de toute façon, je pense que de toute façon. Mais le truc, c'est que déjà, enfin, moi qui suis un peu ancien, quand Morad Boudjelal était venu à Toulon,
on avait eu, il y avait déjà eu ces débats-là du fait d'une sorte de, de grosses mises d'argent qui étaient mises dans le rugby. C'est des choses qui progressent de plus en plus parce que de toute façon, on a de plus en plus de publicité, enfin de sponsoring qui sont au niveau du rugby. Les championnats sont avec de plus en plus d'argent. On dit que le top 14 est un des championnats les meilleurs au monde. Ça va générer de plus en plus d'argent au niveau des clubs. Donc, que ça commence maintenant, ça ne me surprend pas. Après, c'était des choses, alors peut-être de façon un peu moins importante, mais c'était des choses qui étaient déjà présentes dans les années précédentes. Donc, c'est vrai que tu as raison de souligner l'impact du RCT de Boudjelal qui a effectivement, quand il est arrivé, un peu dynamité la grille des salaires et la grille des rémunérations des joueurs. moi, je me souviens de Tana Umaga qui était arrivé, qui avait joué en Pro D2 quand même. Hein. Ouais. Il avait fait enfin, je veux dire, tu dis Tana Umaga qui était un peu sur sa fin de carrière, mais le faire signer dans un club de deuxième division en championnat de France, c'était déjà énorme à l'époque. Et on disait déjà que le rugby, était devenu du football. Donc, moi, ça me surprend même, on va dire, parce que ça fait déjà il y a 15 ans que c'était arrivé, que ça mette aussi longtemps que ça s'officialise quelque part, parce que là, ça s'officialise effectivement au niveau des mercatos et des sommes d'argent imposées, enfin, sommes d'argent mis en place au niveau des transferts. Quoi. Ouais, Thomas, c'est quoi ton avis? Effectivement, Toulon a dynamisé ça, mais jusqu'à présent, Toulon ramenait des joueurs étrangers, que ce soit Umaga, que ce soit Wilkinson, et n'allait pas piquer, enfin pas trop piquer dans les clubs du top 14. Moi, ce qui me dérange sur l'affaire Colby, c'est que l'enjeu financier a primé sur l'enjeu sportif. Parce que Colby, en fait, mine de rien, il sait que s'il veut d'autres trophées, c'est pas à Toulon qu'il les aura. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu plus. Après, je comprends la position du Stade Toulousain qui est d'essayer d'avoir un équilibre financier et surtout une justesse. Aujourd'hui, Colby, effectivement, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais au Stade Toulousain, en fait, sur la saison passée, il fait que 2 matchs comme il faut, où il est vraiment surprenant. C'est la demi-finale et la finale avec son drop de 50 mètres. Effectivement, c'est un excellent joueur, mais comparé à des joueurs, par exemple, comme Lebel, qui ont quand même marqué la saison précédente et en nombre d'essais et en prestations, je pense que le club se doit d'assurer une équité au niveau des salaires. Et je pense que l'augmenter, ça voulait dire qu'il y a un déséquilibre et au détriment d'autres joueurs, notamment de jeunes qui arrivent au Stade Toulousain. Tu penses pas que c'est une fausse barbe de la part du Stade Toulousain justement de faire un peu la victime sur ce dossier alors que on sort aussi et c'est peut-être ça qui est étonnant, c'est qu'on sort d'une année Covid où les clubs comme dans tous les sports ont souffert énormément d'un point de vue économique. Là, on leur propose sur un plateau 1,5 million d'euros qui sont plus que salvateurs pour les finances du Stade Toulousain comme pour tout autre club. Est-ce que tu penses pas non plus que la Croix a fait un peu sa victime alors qu'au final, en plus, on va en reparler par la suite, mais les résultats pour l'instant donnent raison. Alors après, moi je pense que c'est quand même une grosse perte d'un point de vue sportif et que ça va pas se voir sur les quelques premiers matchs, mais plutôt justement comme tu l'as dit d'ailleurs, sur le fait que Colby, il a été brillant sur les matchs qui comptaient, sur la demi et la finale. Et on verra effectivement sur la fin de l'année pour le Stade Toulousain si leur ligne de trois quarts va tenir la cadence. On l'espère pour eux, mais au final, je pense que le Stade Toulousain est plus gagnant que Toulon. En tout cas, pour l'instant, d'autant que Colby ne joue pas tout de suite. Hein. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on va pas dire que Colby est sur la phase descendante de sa carrière parce il est jeune, il a encore énormément de choses à prouver. Mais Toulouse, mine de rien, après il y a quelques exemples qui montrent le contraire, mais et pas non plus comme Toulon sur des joueurs stars en fait, des Messi ou autres.
et travaille quand même beaucoup plus sur les jeunes issus des centres de formation ou des jeunes en devenir. Donc, Non, oui, ouais, c'est vrai. non, Je suis assez d'accord. Après, effectivement, tu as eu raison de dire qu'il y a des contre-exemples. On en a plusieurs avec Keino, avec oui. Jelonche. Mm. Mais effectivement, on peut penser il y a un gros réservoir au Stade Toulousain, ce qui est vrai, et ça augure de belles choses. Et Vas-y, puis Christian. il y a aussi, le fait que derrière, ils ont quand même Ntamak. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si ils avaient un Traduc en poste de numéro 10. Ils ont quand même... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire Ouais. que ils ont quasiment... Enfin, ils ont le numéro 10 de l'équipe de France. Je veux dire, ils peuvent le laisser partir. Et limite, enfin, je pense que, enfin, comme vous le dites très justement, hein, c'est qu'il y a vraiment... et, ils savent alors, ils veulent pas... comment dirais-je, déséquilibrer leur grille salariale. Ils savent qu'ils ont le numéro 10 de l'équipe de France derrière eux. Ils ont pris en plus un petit jeune à l'ASM qui est international samoan, je crois, qui est Mm. assez polyvalent au niveau des postes. Euh, ils ont besoin d'un Ah, remplaçant, ils ont pas Nanae besoin d'un Williams. titulaire. Mm. Oui, c'est ça. Ils ont besoin d'un remplaçant, pas forcément d'un titulaire. Et c'était peut-être oui, tout le monde, je sais pas si enfin, ils avaient pas forcément justement de gros numéro 10. Mais Mm. par contre, effectivement, ça va leur faire du bien. Ok. Il fallait qu'ils Bon, le prennent. juste pour finir sur cette parenthèse, on va dire mercato transfert et après effectivement on va rentrer dans le vif du sujet avec le championnat et donc probablement on va commencer par Toulouse. Mais par rapport au mercato, du coup, est-ce que cette dérive, on va dire footballistique, des contrats des joueurs vous fait peur ou est-ce que vous trouvez que c'est la bonne continuité des choses? Moi, pour ma part, ça me fait pas particulièrement peur dans le sens où à partir du moment où les joueurs sont dans le sport professionnel, on va dire des sortes enfin, d'objets où il y a un contrat et ils ont des certains nombre d'années de contrat et après ben on sait que depuis on va dire je sais pas moi Ficou on sait qu'on peut racheter tous les contrats qu'on veut à condition de trouver accord avec le titulaire du contrat qui est le club. Je- Moi, ça me choque pas particulièrement, d'autant qu'un joueur veuille plus d'argent parce qu'il est performant et que il a démontré par le passé. En tout cas, le transfert de Colby ne m'a pas choqué d'un point de vue joueur même, parce qu'effectivement, il sort de plusieurs saisons fastes où il a été champion du monde, il a fait le doublé l'année dernière. Donc, malgré tout, je comprends qu'il a envie de changer d'air et effectivement gagner plus d'argent. Euh, ça me révolte pas. Voilà. Après, je pense qu'il faut juste, par contre, encadrer un peu ça, c'est-à-dire que comme ils le font au foot, alors je pense qu'au rugby, ce qui serait bien, c'est de mettre l'été une vraie période de transfert, c'est-à-dire que tu commences à la fin de ta saison, Ouais, je suis d'accord. à la fin de la saison régulière, voire même à la fin des playoffs, tu dis on bloque tout mouvement de transfert. Quand le championnat est fini, on ouvre les Mm. transferts, vous faites vos trucs. Si un joueur a envie de partir parce qu'il se sent pas bien, machin, il part. Indemnité de transfert, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au début du championnat, on ferme tout, Ouais, on ouais. clôt les effectifs. Mm. Après, il peut y avoir un peu des blessés, des machins. Tu vois qu'il y a Non, non, des mais auteurs médicaux, c'est encore autre chose. Mais que, je suis d'accord. L'histoire de Ficou, c'était vraiment là, par exemple, du gros n'importe quoi avec c'est ça. les deux clubs qui allaient s'affronter et on entendait dans la presse que le joueur avait donné son accord et que les deux clubs s'étaient mis d'accord sur les indemnités. Là, effectivement, je trouve que c'est une dérive, mais j'espère que la Ligue va réussir à instaurer ces règles dont tu parles si bien, Christian. Après, il y a le salary cap qui, mine de rien, permet aussi au club de pas faire n'importe quoi. Tout à Donc ça, fait. c'est déjà une bonne chose. Les gros salaires, enfin les gros transferts, en fait,
c'est quand même marginal par rapport aux autres joueurs. Ouais. La Ligue, la LNR, a instauré des SMIC pour la Pro D2 et pour le top 14. Bon, je pense que Colby est très très loin du SMIC. Je crois que le SMIC Pro D2, il est à 3000. Top 14, il est à 3000 euros. Donc, il en est très loin. Mais ils ont quand même instauré ça. Et tant mieux. Comparé au foot, c'est le début du professionnalisme, enfin, du vrai professionnalisme du rugby, au sens où là, on va effectivement, je pense, de plus en plus augmenter les salaires des joueurs, mettre en place des transferts et tout ça. Mais c'est que les débuts, on n'est pas sur des sommes astronomiques comme ça peut être le cas au rugby. Ouais. Je pense que ça pose pas de problème. Effectivement, je pense que le salary cap est une bonne chose et en espérant que la Ligue parvienne à bien contrôler les possibles dérives qu'il peut y avoir du côté, quand il y avait Boudjelal avec Lorenzetti aussi, où on maquille un salaire par d'autres primes sur le contrat. Et dernier point pour clôturer cette page, on va dire juridique, contractuelle, mercato. Il faut surtout espérer, et là je parle en tant qu'amoureux du foot aussi, c'est la protection des joueurs, des jeunes joueurs. On parlait de la formation. Au foot, là, ce qui est, je trouve, dramatique, c'est surtout l'attaque sur tous les jeunes espoirs de tous les clubs qui sont à peu près bons, ou dès qu'il y a un joueur mineur qui commence à percer, on en voit arriver son lot de clubs professionnels qui promettent monts et merveilles aux joueurs et à sa famille pour l'attirer. Et là, je pense que le rugby doit se prémunir de ça, même si c'est rare. C'est beaucoup plus rare au rugby qu'au foot de voir des très jeunes joueurs percer parce qu'il faut quand même une morphologie et un gabarit suffisant. Mais ça peut être une dérive, surtout qu'on voit de plus en plus de rugby à 7 ou autre. Donc, on peut voir des pépites qui percent assez vite. Il va falloir aussi pas mal se protéger là-dessus. Après, chaque club doit présenter des jeunes issus des centres de formation, des GIF, ce qui permet aussi de se prémunir de ça partiellement, puisque bien évidemment, ça n'empêche pas un club français d'aller piquer les joueurs d'un autre club français. Yes. Mais mine de rien, que ce soit Toulon, qui au début le faisait pas, ou Lyon maintenant, il y a de plus en plus de jeunes de ces clubs-là qui percent et qui arrivent à un très bon niveau, voire même en équipe de France. Donc, je pense à Carbonel, je pense à d'autres, mais c'est très intéressant, quoi. Ouais. Bon, écoutez, on va commencer. On ouvre le livre Top 14, voilà, première émission Barbecue Rugby. Parlons de Top 14. On arrive. Il y a déjà 4 journées qui se sont passées et 4 journées pleines d'enseignements. Alors, on va, pour l'instant, avant de faire, on va dire, équipe par équipe ou coup de cœur par coup de cœur, j'aimerais savoir ce que vous pensez d'un point de vue, on va dire, de loin, ce que vous avez pensé de ces 4 premières journées du championnat de Top 14. Est-ce que ça vous emballe? Est-ce que vous êtes craintif? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve que j'ai pris plaisir à regarder les matchs de cette nouvelle saison. Oui, une équipe qui écrase un peu tout sur son passage actuellement. Donc, moi, je trouve que, on en voit des beaux matchs. C'est assez intéressant. J'ai l'impression que au niveau milieu de tableau, c'est encore un peu plus resserré. Et puis, ce qui est aussi plaisant, juste pour introduire, c'est que les deux promus ne vont pas faire un zéro pointé au niveau du championnat. On voit déjà que Biarritz et l'USAP ont déjà 2 victoires. Et je trouve qu'en plus, le niveau de jeu proposé par ces 2 équipes est agréable et super intéressant. Donc non, c'est bien, moi je suis content. Ouais. Et Thomas, toi, ton avis rapide sur, pour l'instant, globalement, les 4 premières journées Top 14? Effectivement, comme ça vient d'être dit, les promus, en fait, font pas la figuration. Et quand on regarde le classement, on a quand même
14e le Stade Français, 13e Clermont, 12e La Rochelle. Ah, c'est énorme. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et alors que en Pro D2, Agen continue dans son record historique du nombre de défaites, les promus et même les clubs qui étaient pas super bien positionnés en fin de saison dernière, comme Brive et Montpellier, en fait, sont pas là pour faire la figuration. Ils ont réussi à se concentrer et à s'entraîner surtout cet été pour venir faire des bons résultats et des beaux matchs. Et j'ai pas vu d'équipe qui n'était pas plaisante à jouer, même si des fois, il y avait des matchs où il y avait pas mal d'essais d'un côté et des gros cartons, quoique il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Mais c'est vraiment, de part et d'autre, des matchs plaisants à regarder. Ouais. Bon, Christian en a parlé, effectivement. Commençons par le leader. Le leader, il y a au moins une chose qui n'a pas changé au cours de l'été, c'est que au final, Toulouse gagne inlassablement. Là, ils affichent un niveau de jeu depuis le début de la saison qui est assez incroyable. 4 victoires en 4 journées et pas des victoires au rabais. Hein. Il y a une victoire à La Rochelle, une victoire contre Toulon, une victoire ensuite à Montpellier. Et là, clairement, bon, les gars, le rouleau compresseur toulousain est déjà en marche. C'est assez époustouflant. Thomas, quel est ton avis sur le Stade Toulousain version début de saison? Est-ce que tu penses que ils sont déjà à fond de régime ou est-ce qu'ils peuvent encore monter en gamme? La première expression qui me vient là, c'est la force tranquille. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe, effectivement, ils ont eu quelques départs, ils ont quelques arrivées, mais c'est toujours un rouleau compresseur. Et même quand on les sent potentiellement fébriles ou en train de prendre des offensives adverses, à un moment donné, ils récupèrent la balle, ils vont aplatir, ils vont faire la différence. Dans un calme, enfin pas dans un calme, mais une force tranquille et avec un niveau toujours aussi bon. Et je voulais revenir juste sur la victoire à Montpellier. Depuis des années et des années, il y a une grande rivalité entre Toulouse et Montpellier. Et en général, même quand Toulouse est au plus haut, ils arrivent à perdre contre Montpellier à domicile ou à l'extérieur. Et là, au vu du match, en fait, bon, c'était pas facile, mais je trouve que la victoire contre Montpellier à Montpellier relève de l'exploit, surtout chez Montpellier qui veut prouver à tout prix qu'il est encore capable de gagner contre le leader du top 14 et vraisemblablement le meilleur club d'Europe. Donc voilà, ils m'ont impressionné et je pense que c'est pas fini. Ouais, Christophe, bon, je pense que ton topo va être sensiblement identique, mais vas-y, dis-nous ce que tu penses du Stade Toulousain. Ah non, mais c'est tout simplement impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'ils aient eu un mois de vacances entre la fin des playoffs du top 14 et le début de saison. Une équipe qui joue toujours pareil, à gros niveau défensif. Des gens comme Dupont, on se demande comment ils font. Enfin, je veux dire, c'est des joueurs qui sont tout proprement impressionnants. Après, ils ont la confiance. En plus, ils vont se dire, quand les mauvais jours vont arriver, ils vont se dire, bon, on va pouvoir lâcher un peu des matchs, on va pouvoir mettre des équipes B parce que on aura quand même fait un excellent début de saison qui va quand même nous protéger au niveau du classement. Ils vont pouvoir gérer la saison tranquille et on va dire réaccélérer au moment où ça va compter un peu plus, qui est en fin de saison, quoi. Franchement, c'est encore un début de saison encore prêt pour eux et moi, je suis très, très, très impressionné. Sincèrement. Ouais, c'est clair. Déjà, moi, je trouve que le premier point qui est important, c'est que Mola a prolongé au final, parce que il avait fait une pseudo annonce à la fin après le doublé en disant, je sais pas si je vais continuer parce que c'est très exigeant. Au final, il prolonge l'aventure. Et au final, mais c'est vrai que ça apporte une continuité qui est certaine dans le jeu toulousain. Et c'est vrai qu'il y a sur ces 4 victoires, moi je trouve qu'il y a plusieurs, hormis la victoire contre Toulon, où là, hormis on va dire les 30 premières minutes du match,
Après, ça a été un rouleau compresseur et ils ont écrasé les Toulonnais. Je trouve que les trois autres victoires sont assez serrées à tous les moments, enfin à beaucoup de moments, en tout cas pendant les matchs, on se dit là ils vont peut-être craquer. Effectivement, vous l'avez bien dit, c'est la force tranquille, quoi. On se dit qu'ils sont qui plient, mais ça casse pas. Et il y a toujours cette réussite ou ce talent, parce qu'au final, c'est le diable se cache dans les détails. Et je pense qu'il y a tellement de détails qui tournent en faveur de Toulouse depuis le début de la saison qu'au final, c'est même plus des détails, c'est du haut niveau. Et, euh, et ils sont effectivement, faut avouer qu'ils sont impressionnants. Après, moi, j'ai quand même un bémol, c'est que j'ai pas l'impression, ben justement, niveau trois quarts, qu'il y ait un vivier si important que ça. Il y a Médard qui a prolongé. Médard, c'est un bon joueur de top 14, mais c'est pas forcément un top player. Il y a aussi, et surtout, faut pas oublier que là, sur les 4 premiers matchs, il y a deux joueurs qui sont stratosphériques et qui jouent ensemble, c'est Dupont et Ntamak. Titulaires sur ces 4 matchs. On sait que la saison est longue, on sait que ce sont deux joueurs internationaux, on sait que ça va être une saison à je ne sais combien de matchs. Je sais pas ce que ça peut être, et je le souhaite pas évidemment, hein, mais je sais pas ce que ça peut donner le jour où Dupont ou Ntamak, Ntamak va faire une commotion qui va le mettre sur le banc pendant je sais pas combien de temps, sachant que là ils affichent tous les deux un niveau qui est réellement prodigieux, hein. Enfin, clairement le match contre Clermont d'hier se débloque par le talent de ces deux joueurs et sur lesquels Toulouse se repose bien. Donc là, je suis un peu inquiet par rapport à la profondeur de banc, mais bon, c'est logique, hein. Quand on a deux si bons joueurs, on se demande facilement comment on pourrait les changer. Mais effectivement, il y a un mental et une confiance dans cette équipe qui est proprement remarquable. Pour revenir sur un match contre Toulon, ce qu'il faut savoir, c'est que Toulouse et Toulon sont affrontés lors du dernier match de préparation qui a eu lieu à Nîmes le 27 août. Il y a eu 52-10 au Stade Toulousain. Donc, il les rejoue après et ils remettent 42-10, sachant qu'à un moment donné, c'est des sportifs de haut niveau de part et d'autre. Déjà, quand tu as pris 52 points, le seul truc que tu veux faire, c'est au moins réussir à gagner ton prochain match contre la même équipe. Donc, effectivement, c'était facile pour le Stade Toulousain, mais je pense que Toulon, mine de rien, était bien préparé. Pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, la charnière Dupont-Ntamak, c'est, je pense, une des meilleures au monde. Ils arrivent très bien à se trouver, ils sont ultra complémentaires et tout ça. Il faut pas oublier que derrière Ntamak, il y a Ramos, qui, mine de rien, est dans l'ombre et fait des matchs qui sont monumentaux. Enfin, il est toujours là. Au pied, c'est quand même un métronome. C'est une parfaite doublure. Il surfe clairement sur sa finale de top 14 de l'année dernière. Ouais, tout à fait. Et là, en plus, le départ de Colby lui offre la vraie place de titulaire qu'il cherche depuis qu'il est revenu au stade. Il l'a et effectivement, c'est indiscutable. C'est un homme fort du club actuellement. Mais bon, c'est vrai que même en parlant de la charnière du Pointe-à-Main que je trouve à un niveau gigantesque, en fait, quand je regarde l'équipe là du stade, il y a tellement le 15 de départ, la troisième ligne est monstrueuse. Quand on voit Tolofua, Jelonche, Cross, c'est énorme. Quand on voit qu'il y a les frères Arnold en deuxième ligne, c'est vrai qu'ils ont réussi à conserver cette ossature qui est ultra performante, qui a prouvé l'année dernière. Et c'est ce qui explique, je pense, cette confiance, parce que ils sont pas ultra dominateurs de tous les matchs pendant 80 minutes, mais au final, cette maîtrise-là leur fait gagner et être décisif au moment clé. Sans oublier que Tauzin revient. Il a fait une saison blanche, il me semble, l'année dernière. Il était blessé. Ouais. Et donc là, on a Tauzin qui revient. Donc, en tout cas, ce début de saison montre la suprématie du Stade Toulousain. Et on parle de Retière aussi qui potentiellement pourrait venir au Stade Toulousain et ce serait pas mal du tout aussi. Ouais. Bah là, ils y voient plus clair avec les ronds que leur a donné Colby. Et surtout, ce que tu disais aussi, Thomas, c'est le fait d'avoir libéré ce qu'on peut appeler dans le sport américain du cap space, en fait,
la possibilité de salaire pour revenir des joueurs, quoi. Parce que tu te dis, ça te libère de l'espace financier pour reprendre un très bon joueur, peut-être joueur même deux. Tu te dis, si tu arrives un peu et en fidéliser d'autres, et en fidéliser des joueurs déjà présents. De toute manière, prolonger, augmenter. Là, va falloir je sais pas exactement quand seront les doublons des matchs internationaux, mais clairement, je pense qu'Hugo Mola et le staff ont déjà réfléchi à la question. Mais c'est vrai que quand on va y avoir les matchs internationaux et que Dupont, Ntamak, Tolofua, Kroos, Jelonch et voire Lebel et Ramos partiront, c'est vrai qu'il va falloir arriver quand même à renouveler mais c'est pour ça aussi, tu vois, que c'est super important de faire un très bon début de saison parce que ces matchs-là, ces doublons-là, quelque part, et ils s'assurent de pouvoir mettre même une équipe B, une équipe C avec leurs 4 victoires sur, en plus, 4 grosses équipes. Parce qu'il faut vraiment dire que c'est vraiment 4 rivaux potentiels pour le bouclier à la fin de saison. Donc tu te dis, bah, t'as de la marge, quoi. Avec une équipe B, tu gagnes pas à Toulon même à domicile et tu gagnes certainement pas à Clermont à domicile. Donc effectivement, c'est d'où l'intérêt de mettre l'accent sur les premiers matchs pour faire la différence et à la limite aller perdre à Castres pendant les doublons, quoi. Donc c'est moins grave. Et puis limite, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, ça peut en plus donner encore plus de confiance à l'équipe parce que les jeunes qui arrivent derrière, ils sont sous pression. Tu te dis, si tu vas gagner, si tu vas faire un ou deux résultats pendant les doublons internationaux, t'emmagasines de la confiance pour les jeunes s'ils arrivent à gagner, et puis s'ils perdent, limite, c'est pas grave. Enfin, on n'est pas sur la victoire, donc ça peut être encore plus positif pour eux, quoi. Et après, c'est vrai que... Vas-y. Sachant qu'ils ont déjà fait presque une semi-impasse lors de la victoire à Montpellier, parce que si on regarde la compo du stade sur la deuxième journée à Montpellier, Hugo Mola, je pense pas qu'il pensait emporter ce match, en tout cas au coup d'envoi, parce que on a des bonnes valles, on a Tafili en première ligne, donc effectivement, ce début de saison va leur permettre de faire beaucoup de belles choses. Et j'en profite pour accueillir avec nous Hugo Tarmac. Tu arrives au bon moment. Tu as loupé la partie contractuelle, jurisprudence des contrats des joueurs professionnels avec le transfert de Colby. Tu as loupé les nouvelles règles et tu arrives à la fin du panégyrique du Stade Toulousain. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour conclure cette page Stade Toulousain? Parce que je pense qu'un auditeur fan du Castres Olympique, si ça existe, doit un peu en avoir marre. D'abord, bonjour. Très content de revenir. Désolé d'arriver si tardivement après le début de l'émission. Voilà, j'ai été retenu. Et donc, voilà, ce que je pourrais rajouter... très simplement, c'est que Toulouse fait un début de saison un peu tonitruant. C'est un des leaders qui tient toutes ses promesses quand on voit le classement. Je dirais juste que je pense pas que le Stade Toulousain ait fait l'impasse sur un quelconque de match. Je crois que dans l'esprit du Stade et du Gomola, c'est d'avoir 2 ou même 3 équipes et de mettre tous les joueurs, toutes les forces qu'il a dans la bataille. Alors avec sans doute une équipe type, d'autant quand on va arriver sur la Coupe d'Europe. Mais pour autant, je crois que tous les jeunes du Stade maintenant, après la saison dernière, sont lancés dans le grand bain avec les mêmes objectifs pour tout le monde. Tafili a commencé quasiment tous les matchs en pilier droit. Certes, Fominal est revenu, mais voilà, je pense qu'ils sont tous dans des conditions où le challenge, c'est de gagner tous les matchs et d'aller évidemment aussi loin que possible sur les 2 fronts entre le championnat et la Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai que là aussi, il va y avoir des ressorts de management qui vont être assez intéressants à voir. Comment enchaîner après une saison où son équipe fait le doublé.
tout en gardant à peu près les mêmes joueurs. Donc, on va voir. Pour l'instant, le stade réussit très bien. Après, on n'est qu'à 4 journées. Donc, nous allons voir par la suite. Très bien. Tournons la page Stade Toulousain et enchaînons avec, au lieu de partir vers le deuxième, on va reprendre un peu ce que disait effectivement et très justement notre ami Thomas Castagnette. Là, on est quand même sur une énorme surprise par rapport au classement. Les 3 derniers du classement, c'est Stade Français, Clermont et La Rochelle. Comment pouvez-vous expliquer qu'après 4 journées, on n'est pas sur les 2 premiers matchs, là ça fait quand même 4 matchs, comment pouvez-vous expliquer que ces 3 clubs qui sont des monuments, on va dire, du championnat de France, soient aussi mal placés pour l'instant? Alors pour le Stade Français, je pense que c'est un retard à l'allumage, parce qu'en regardant le dernier match où ils font à peu près 78 minutes à 14 et ils gagnent, ils ont montré de l'envie. Ils ont réussi à gagner contre une belle équipe. Alors je sais plus contre qui Castres, c'était, mais c'est Castres, ouais, c'est ça, ouais. Castres. Contre Castres, Castres à domicile. quand même, voilà. Et je pense que c'est du retard à l'allumage et qu'ils vont réussir à remonter dans le ventre mou du classement. Pour La Rochelle et Clermont, j'arrive pas du tout à l'expliquer. C'est vraiment impressionnant, surtout que La Rochelle se trouve 12e avec une différence de but positive à plus 24, alors que tous les autres sont négatifs. Enfin, j'arrive pas à expliquer Non, mais c'est quand comment même ils ont fou, leur hein. classement. C'est que ces 3 clubs sont les seuls à avoir eu 3 défaites en 4 matchs. C'est quand même incroyable. Après, moi, j'ai l'impression aussi que La Rochelle s'est très mal remis de ces 2 finales perdues. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a vu aussi le match, c'est ce qu'on disait du Stade Toulousain sur le premier match, où j'avais regardé justement ce match Stade Rochelais, Stade Toulousain, où on avait l'impression que les Rochelais voulaient absolument gagner, mais n'y arrivaient pas. Et je pense que ça leur a fait mal psychologiquement, que ça a rouvert des blessures. En plus, ils avaient un début de saison qui était pas forcément facile avec le Racing et Clermont à l'extérieur. Là, ils sont repris par rapport à Biarritz, mais c'est vrai que La Rochelle, ça va être, je pense, une saison qui va être beaucoup plus difficile pour eux que ces dernières années, parce que apprendre à perdre, c'est aussi apprendre à gérer justement ces moments de défaite et cette perte de confiance. Et on a beau dire, mais le psychologique aussi dans le sport est vachement important et il faut pouvoir se reconstruire après, quoi. Ouais, je partage tout à fait ton avis, Christian, sur La Rochelle. Je crois pas trop à la théorie de on apprend en perdant, et en fait toute défaite, même si elle se passe dans des conditions qui sont complètement exceptionnelles et il n'y a pas eu de mérite, etc. Au final, une défaite est une défaite, surtout en finale. Et au final, même la finale de la Coupe d'Europe où ils perdent à 14 alors qu'ils peuvent très bien gagner, qu'ils dominent presque tout le match. Non, en fait, ils ont perdu et on voit bien que ça les a marqués et que collectivement, c'est une équipe moi, je suis sidéré en fait de voir La Rochelle, comment à tel point ils sont capables de dominer et écraser l'adversaire jusqu'à arriver aux 22 adverses et là de bugger quoi. Qu'est-ce qu'on fait en tapant de touche? Alors que pourtant ils ont O'Gara, hein, qui est quand même pas un peintre et qui a une expérience gigantesque dans le rugby. J'ai l'impression qu'ils font tous les mauvais choix avant de scorer. Je sais pas quel est ton avis, Hugo, sur La Rochelle, hein, mais moi ça me sidère un peu quand même. Alors, moi, je pense, je vais prendre l'exemple du RCT à Toulon. Ils ont une batterie de blessés, ils ont des internationaux qui ont fait la tournée et donc qui sont pas là. Ils ont les Sud-Africains qui sont pris par le tournoi de l'hémisphère sud. Moi, je pense que c'est des retards à l'allumage. Je pense quand même qu'ils vont revenir. On a vu La Rochelle, bon, certes, c'était contre Biarritz. Je pense que le championnat est quand même très difficile, hein, parce que le Racing aussi fait un début de championnat très fort, et puis
de façon inexpliquée, perd contre le Racing, contre Biarritz, pardon, fait un match absolument incroyable contre un début de match incroyable contre Lyon et a failli perdre. Ça s'est joué à rien dans les dernières minutes. Donc, je pense que les grosses équipes ont du mal dans un championnat qui est somme toute très resserré, qui va être très long, très physique, ont eu du mal à l'allumage et vont se reprendre, vont tout doucement remonter. Ils peuvent pas rester tels qu'ils sont quand on voit Toulon où sur un 4 contre 1, comme dit l'entraîneur, où c'est plus dur de ne pas marquer que de marquer, eh bien ne marque pas. Voilà, il y a des moments comme ça qui sont difficiles, mais honnêtement, je m'en fais pas trop pour eux. Je suis pas inquiet pour eux. Après, on voit bien que malgré pléthore d'effectifs, quand il manque un certain nombre de joueurs, et c'est ce qui fait toute la différence, comme on le disait avec le Stade Toulousain et ses jeunes, quand il manque un certain nombre de joueurs, ont du mal à gérer une partie, à déployer leur jeu. Après, il y a des fautes aussi. Clermont contre Toulouse, qui joue l'essentiel du match dans les 22 Toulousains, qui pareillement marque un essai, il y a un autre essai du Stade Toulousain, puis ensuite ils passent un long moment dans les 22, font le choix d'aller en pénal-touche plutôt que d'engranger des points. Voilà, on voit bien que à certains moments dans la gestion des matchs, voilà, il y a une difficulté à concrétiser. Mais moi, je m'en fais pas trop pour ces grosses équipes qui vont remonter, même si le championnat va être très très dur. Alors, t'as peut-être loupé, Hugo, et on t'en veut pas évidemment, une partie de notre analyse sur le Stade Toulousain. On a insisté quand même sur l'importance et la qualité de la charnière toulousaine. Dupont-Ntama qui a commencé les 4 matchs de championnat et qui affiche un niveau de jeu gigantesque. Il y a quand même un débat à La Rochelle parce que certes, il y a peut-être des blessés, même s'il n'y en a pas tant que ça. Quand on regarde leur équipe, ils ont grosso modo les mêmes joueurs. Il y a Skelton qui a été suspendu pour son rouge, mais sinon l'essentiel de l'effectif est là. Mais il n'y a pas de 10. Ils trouvent pas de 10 et ils trouvent pas de buteur. Comment vous expliquez ça? Alors on sait que la rubrique Mercato côté La Rochelle a été mouvementée parce que du coup le président de La Rochelle n'est pas aveugle et du coup met la pression pour pouvoir. Je sais pas s'il l'a fait ou pas, mais il me semble qu'il a acheté Astoy, je crois. Oui, il l'a acheté. Oui, Astoy jouera à La Rochelle l'année prochaine. Mais effectivement, La Rochelle peine aussi par son manque de talent ou de niveau, peut-être, même si c'est très sévère de ma part, j'en sais rien, sur le poste clé qui est celui de numéro 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord. Vas-y. Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Encore une fois, c'est la gestion des matchs. Aussi bien à La Rochelle lors de son match contre Toulouse que l'exemple de Clermont. Paris avec leur demi d'ouverture, je me rappelle plus. Ouais, c'est second. Ouais, second. Non, second. c'était pardon, je parlais du Racing avec comment il s'appelle le demi d'ouverture, Russell, ouais. qui est assez transparent en ce début de saison. C'est sûr que au poste 9-10, il n'y a pas d'équivalent en France et je pense même en Europe avec sur Dupont et Tamac. Dupont fait un début de championnat en défense, il fait des parties absolument monumentales. Donc voilà, il y a une carence effectivement au poste de 10. Même si Toulon, avec Jalibert, a un très bon 10, mais non, Bordeaux.
Bordeaux, pardon, un très bon 10. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement, dans la gestion de ces matchs couperés entre grosses équipes, dans les temps forts comme dans les temps faibles, voilà, il y a peut-être une différence où il y a ils sont peut-être pas encore tout à fait dans le match ou à ce niveau-là, donc voilà. Mais ouais. Après aussi, la Rochelle aussi, c'est un club qui est entre guillemets neuf au niveau de notre top 14. Ça fait pas aussi longtemps que ça qu'il s'est implanté, on va dire de façon pérenne au sein du championnat. C'est un club encore en devenir, même s'il a fait deux finales l'année dernière. On sait qu'au niveau financier, c'est aussi des clubs qui se structurent un peu de façon comme Nevers, c'est-à-dire que le président essaye de diversifier, on va dire, les gains financiers, d'avoir des plus petits sponsors, mais de façon assez diversifiée. Et il l'avait expliqué une fois dans un reportage pour éviter que si un gros contrat parte, il se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc je pense qu'au niveau financier, il sait ses manques, mais on s'aperçoit aussi que comme par exemple pour Toulon avec Colby, si tu as des moyens un peu moindres, soit c'est par la formation qu'il faut passer, ou alors soit il faut trouver des joueurs avec un peu des bonnes pioches et peut-être qu'ils l'auront fait pour l'année prochaine, hein, mais pour cette année, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile, mais bon, c'est aussi la limite de La Rochelle quelque part, quoi. Ouais. Thomas, vas-y. Après, sur le papier, en 10, ils ont quand même Plisson et West, quoi. Donc, ils sont quand même des joueurs qui sont sur le papier pas mauvais. Ils conservent pas Plisson. Ils n'arrivent pas à jouer avec. Ouais. Ça, après, entre guillemets, c'est leur problème, quoi. Moi, un truc qui m'interpelle, c'est justement la place de Skelton, en fait, dans l'équipe. Et je me dis, est-ce qu'en fait, ils sont pas Skelton dépendants et le fait de pas l'avoir pendant tous ces matchs a un impact sur l'ensemble de l'équipe? Parce que c'est quand même un monument au propre comme au figuré. Et est-ce que c'est pas lui, justement, qui rassemble l'équipe parce qu'il gratte quand même pas mal de ballons? Il les aide énormément au niveau des avants. Donc, est-ce que c'est pas lui, en fait, la pièce manquante de l'équipe en ce moment, plutôt que du 9-10? Parce que ils ont une équipe type qui est quand même pas mal du tout, hein, très forte, du top 14. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas lui, en fait, qui fait défaut en ce moment? C'est la question que je me pose. Bah dans tous les cas, il va revenir, je crois, à partir de la prochaine journée. Et après, effectivement, c'est vrai que si on regarde même les excellents résultats qu'ils ont eu l'année dernière, on voit très bien que Skelton était clairement presque l'homme à tout faire de cette équipe où il jouait presque les 80 minutes par match et que c'était lui vraiment la poutre de l'équipe. Et effectivement, je pense que le propre de chaque entraîneur et de chaque président étant de répartir les rôles dans un collectif et de pas faire peser la pression de la performance sur les épaules d'un seul joueur, même si les épaules de Skelton sont gigantesques. Mais ouais, mais tu vois, va falloir voir le Stade Toulousain quand Ramos, quand Ntamak, quand Dupont vont être en sélection. Ah ouais, tu peux rajouter Cross, Jelanche, Tolofua. Voilà, ça va faire des trous béants. Donc, je pense que ces joueurs qui sont vraiment des joueurs qui font énormément la différence, c'est très difficile c'est très très difficile de les remplacer. C'est une classe de niveau mondial. C'est des joueurs qui sont quasiment les meilleurs à leur poste. Encore une fois, le Stade, ils ont été champions de France, ils sont allés jusqu'en finale, les joueurs n'ont pas fait la tournée, ils ont eu 6 semaines de vacances, ils se connaissent tous, hormis Jelon et Nanaï Williams, il n'y a pas de nouveau.
Voilà, le système de jeu, ça fait 3 ans qu'ils le pratiquent tous ensemble. Ils sont sur la lancée, ils ont une confiance énorme dans leur jeu et leur capacité à maintenir le score. Voilà, dans les autres équipes, il leur manque des pièces maîtresses. Quand ces pièces maîtresses sont pas là, même si les remplaçants sont très bons, ben, c'est plus dur. C'est plus dur à gérer. Ok. Bon, les gars, vous pensez donc que c'est pour ces trois petits vilains canards du classement actuellement, c'est un faux départ? Je sais pas, je sais franchement pas, parce que c'est ce qu'on disait quand même au début d'émission, le top 14 est super serré. Après, il faut voir ce que vont faire les autres équipes, mais on s'aperçoit que des équipes comme Rive, qui n'étaient pas forcément sujettes aux playoffs, là, fait un plutôt bon début de saison. Parce qu'on disait, les relégables ont déjà, enfin, les relégables, les promus ont déjà 2 victoires chacun. Faut voir si c'est pas des faits de paille, hein, bien sûr, hein, mais moi, je pense que ça risque d'être vraiment dense et perdre des matchs déjà à ce moment-là de la saison, des matchs à domicile, ça peut compter à la fin de saison. Ouais. On sait bien que les saisons sont longues, mais là, je pense que chaque défaite va être vraiment euh, négative pour les équipes, quoi. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est clair que au premier abord, là, le championnat a un niveau qui semble être, enfin, c'est la première fois qu'il a un tel niveau, j'ai l'impression. Et les équipes telles Perpignan, Biarritz, Brive et même peut-être Pau, qu'on pensait être les plus faibles sur le Oui, faible. papier, répondent présent pour l'instant en ce début de Oh, saison et à voir. Moi, j'ai un peu plus de doutes sur le Stade Français. Autant La Rochelle et Clermont, j'ai vu des matchs de leur part et je trouve que collectivement, il manquait peut-être un petit quelque chose pour que ça revienne dans le bon niveau. Autant le Stade Français, même s'ils viennent de faire une victoire probante contre Castres à 14 contre 15, j'ai peur pour eux quand même parce que là, il y a un gros retard à l'allumage sur les premiers matchs et j'ai pas l'impression qu'ils soient en place et j'ai l'impression qu'ils répètent un peu toutes les erreurs du passé. Ça ressemble un peu à toutes les saisons du Stade Français, on va dire sur les 3 dernières, c'est-à-dire en début très poussif et à la fin, ils retrouvent un niveau tel qu'on les connaissait il y a 15 ans où on se demande pourquoi ils n'ont pas fait ça toute la saison. Donc on va espérer qu'ils se réveillent avant. Mais bon, là, ils sont derniers hein, pour l'instant, donc j'espère pour eux que ça va aller. Mais moi, j'ai autant La Rochelle et Clermont, la thèse du faux départ, je la valide. Celle de Stade Français, je la valide un petit peu moins. Donc à voir sur les prochains matchs, évidemment. Sachant que pour la prochaine journée, il y a un gros match qui va être Montpellier-La Rochelle en particulier. Où là, là, Montpellier-La Rochelle, ça va envoyer du pâté. et Euh, Montpellier qui fait pas un aussi début de saison que ça, parce qu'ils sont juste un point devant La Rochelle, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais bon, et Montpellier, là aussi, Oui. on sait pas trop ce qui se passe. Donc, on n'a pas encore balayé toutes les équipes du championnat. Est-ce que, oui, on peut faire une mini parenthèse quand même sur une belle surprise. Effectivement, on en a parlé. Ces deux équipes promues, Biarritz et Perpignan, qui en 4 matchs ont réussi à avoir déjà leurs 2 victoires évidemment à domicile, mais c'est leur jeu au final. C'est leur jeu et je pense que même si c'est des promus, c'est des faux promus, dans le sens où ils ont quand même l'ADN de Top 14. Ils ont des structures locales qui assurent à la fois des supporters, qui assurent à la fois, je pense, tout ce qui est intendance pour les joueurs et un jeu et une identité qui leur est propre. Même si Perpignan, ça fait plus de temps, malheureusement, qui n'étaient pas dans le top 14, mais c'est des clubs qui, à partir du moment où ils auront 2-3 joueurs et surtout leur centre de formation qui leur mettra des joueurs à disposition, brilleront à nouveau. Contrairement, comme on l'a dit, à La Rochelle qui est même si elle a une très belle équipe type, hein, mais qui a pas en fait cette histoire entre guillemets avec le rugby.
Ouais. Je crois aussi quand même que Perpignan et Biarritz se sont armés devant. Je pense que le rugby commence devant. Hein. C'est un constat qu'on fait de journée en journée. Quand on voit Agen, par exemple, qui avait un très beau jeu, mais qui n'était pas du tout suffisamment armé devant, d'ailleurs, même en Pro D2, ils ont beaucoup de soucis. Perpignan et Biarritz, c'est des équipes, comme Brive d'ailleurs, hein, avec des packs très solides. Dans un championnat qui est très long, très âpre, au creux de l'hiver, ça va être très difficile, où il y a moins de jeux, vont pouvoir quand même s'appuyer sur ces gros packs et lors de certains matchs engranger un certain nombre de points et cueillir des favoris qui seront en plein doublon, qui auront des internationaux pris, qui commenceront à avoir des blessures, peuvent gagner sur leur terrain face à d'autres équipes et en partie parce que encore une fois au niveau de leur pack ils se sont armés. Ouais. Bon, après, vas-y, Christian. Et je trouve que, alors effectivement, ce que dit Hugo est très juste, mais je trouve qu'aussi il arrive. Je trouve que le niveau de son côté est assez intéressant. Ça fait bon que ça se tient ici. Oui, du coup, le niveau de jeu est assez intéressant et que ça joue, quoi. Enfin, c'est plaisant à voir jouer, quoi. Le Biarritz, la victoire de Biarritz, c'était pas sur un gros score, mais c'est. C'est vrai qu'ils ont réussi effectivement à faire une victoire probante face au Racing. Et effectivement, moi, je suis vraiment épaté. Je suis un peu dubitatif sur la suite du championnat, mais s'ils y arrivent à s'en sortir sur la suite, je serais vraiment épaté. Pour ce qui est du reste des équipes, est-ce que vous en avez une sur lesquelles vous aimeriez qu'on insiste? Il y a le Racing qui a fait donc ce faux pas à Biarritz, mais sinon qui a gagné ses 3 matchs. Il y a Lyon qui a fait des belles prestations. Lyon, ça a l'air encore assez solide. Et on en parlera ensuite évidemment quand on va ouvrir la page internationale, mais avec leurs joueurs qui ont eu leur première cape internationale cet été, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé quand même, on va dire, le niveau de confiance collectif a augmenté côté lyonnais, et avec Mignoni qui sait bien motiver et invectiver ses joueurs, je pense que ça peut faire quelque chose. Voilà. Lyon va être difficile parce que Lyon n'est pas dans la Champions Cup ils vont clairement jouer le top 14 avec le retour de Tuisova. C'est ça, il est encore en vacances là, mais il va bientôt revenir. Voilà, enfin, on sait il jamais. va bientôt revenir. Lyon va être une équipe difficile à manœuvrer. Moi, le retour qu'ils ont fait contre le Racing, qui est un peu inexplicable du point de vue du Racing, mais pour autant, ils sont revenus de nulle part. Ils ont failli l'emporter. Ils ont plus d'équilibre jeu avant-arrière. Je trouve que ça va être une équipe qui va pas être simple à jouer dans les prochaines journées de championnat. Et encore une fois, eux, ils ont moins d'internationaux ils vont moins subir les doublons. Ils en ont, donc, ils en ont quand même, Lyon. Ils en ont là maintenant. Alors en plus, après c'est des doublons, on va dire peut-être des internationaux qui sont pas forcément susceptibles d'être titulaires sans arrêt, mais il t'en a quand même, je dirais 4 ou 5 par match, je pense, d'internationaux. Il y a Bemba, Dylan Crétin, il y a qui d'autre? Je pense que Couillou. Barassi peut-être. Ouais, Barassi, il est.
Euh, et après Guirassy, non, il est pas international aussi? Ouais, si. Mais enfin voilà, moi Ok, pour moi c'est un outsider, pas pour le titre, parce que dans les derniers matchs, ils seront toujours, je pense, rattrapés. Quand même, mais sur le haut de classement, oui, très sincèrement, je pense. Et encore une fois, ils vont pas jouer la Champions Cup. ok. Ouais. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, Thomas ou Christian, sur une équipe là qui vous a plu ou qui vous a déplu en ce début de saison? Non. Non. Je crois que c'est Non. vraiment les deux. Ok. Mais on va faire un rapide jeu prono parce qu'on aime bien ça côté barbecue rugby. La prochaine journée, donc c'est ce week-end avec on l'a dit, on va dire deux matchs. On va dire trois matchs phares. Il y a ce Montpellier-La Rochelle qui est déjà de la peur samedi à 15 heures. Après, Ouais, il y a à la même heure un Lyon-Bordeaux-Bègles. ouais. Et dimanche, il y a un Clermont Racing où là, Clermont ne peut plus se permettre de perdre, malgré des prestations qui semblent être un peu abouties. Au final, ils sont avant-derniers. Donc, je vais vous demander à chacun de me donner les gagnants, pas forcément le score, parce qu'on sait que malheureusement, c'est assez délicat, mais donnez-moi le vainqueur de ces trois matchs. Vas-y, commence Christian, Montpellier-La Rochelle. Ah, j'aimerais bien que La Rochelle gagne. Je ne sais pas si, mais je pense qu'ils vont sortir un peu la tête de l'eau, ils vont réussir à les gagner à Montpellier. D'accord, donc La Rochelle gagne pour le match Lyon-Bordeaux-Bègles. Lyon, Lyon et pour Clermont Racing. l'ASM. L'ASM, ok. Thomas, toi, quel est ton trio? Ce serait l'inverse en fait. Je pense que Montpellier contre La Salaud! Rochelle. Ah, il faut bien diversifier. Montpellier contre La Rochelle. Je pense que Bordeaux peut aller accrocher Lyon, mine de rien. Ça, ce serait un bel exploit quand même, je pense. Ah, mais ils ont les ressources pour. Ouais, Et ensuite, non, quand même Clermont. Contre le ouais, Racing, je pense que Clermont ne peut Ouais. pas se ouais. permettre de perdre. Ouais, concernant l'UBB, en fait, je pense que ça va se voir assez vite par rapport à la compo que va mettre Christo Furios Mm. à Lyon, hein. Si on voit que au niveau des trois quarts, il y a Lam qui est au repos et Jalibert ou pas, là, on va voir rapidement s'il tente quelque chose. Et toi, donc Hugo, quels sont tes trois vainqueurs sur ces trois matchs phares? Montpellier-La Rochelle. Moi, La Rochelle. Et je vois Ok, bien l'UBB aller gagner à Lyon. d'accord. Donc Je pense que Urios va vouloir un gros match. Je pense que jusque-là, les matchs étaient un peu comme ça, ils ont gagné, mais je pense qu'il il va les motiver, il va vouloir aller à Lyon et marquer un gros coup contre Lyon. Je pense franchement que ça va être un très très gros match. Les trois, hein, parce ouais, que les trois ont des enjeux très différents, enfin similaires, mais je vois bien l'UBB aller gagner à Lyon. Et sur le ok. dernier, euh, Racing contre. C'est Racing contre C'est Clermont contre le Racing. Clermont Racing. À Clermont. Clermont Racing à Clermont. Ouais, Oh, je vois quand même Clermont parce qu'ils ouais. m'ont impressionné hein, quand même contre Toulouse. Et à contrario, le Racing contre Lyon, franchement, j'ai pas bien compris. Mais Clermont m'ont impressionné et je les vois bien battre le Racing. Ok. Moi, je pense que c'est La Rochelle qui va gagner, que Lyon va l'emporter et que Clermont va l'emporter. Donc, je suis comme Christian en fait. Je suis plus La Rochelle, Lyon et ASM. Mais donc, aucun de nous quatre, nous voyons le Racing avec son armada l'emporter à Clermont. Euh, Ça dépend, s'il laisse passer le match, c'est pareil, c'est comme pour l'UBB, ça.
Ils ont, on peut déjà penser ça qu'ils ont déjà fait l'impasse ou presque. Ils ont pris, on va dire, de manière un peu légère le match à Biarritz. Ça m'étonnerait de la part de Travers, même si je suis pas du tout un supporter de Laurent Travers, mais ça m'étonnerait qu'il remette une équipe B où il met deux trois cadres mais après il met Vakatawa sur le banc et autres joueurs comme ça. Donc à voir, mais à mon avis, je pense pas qu'il va mettre l'équipe B. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Oui. Surtout que à Clermont, ils ont quand même sorti un joueur du chapeau. On n'en a pas encore parlé. Et pour finir, pour clôturer cette page top 14, il y a Vili, le centre là, dont en tout cas moi je ne connaissais pas trop l'existence l'année dernière et qui a l'air assez épatant quand même ce joueur. Alors on entre dans le joueur français, hein, quand même. Je crois qu'il est né à Clermont, il me semble. Jeune joueur et un physique gigantesque. Est-ce que vous avez un mot à dire dessus ou est-ce que ça nous permet de transiter directement sur la rubrique 15 de France? Non? Bon. On transite. Moi, c'est la prestation. Moi, c'est à contrario, tu vois, oui, Vili. Mais moi, la prestation comment dire, de l'autre joueur qui a joué centre à Clermont. Penaud. Pardon? Penaud m'a impressionnant. Ouais, mais alors le problème de Penaud. S'il loupe pas le main contre Matsushita, c'est un autre match qui commence. Penaud, il fait un match sur 20, c'est ça le problème. Quoi. Non, alors il était absent la saison dernière. Quoi. Moi, ce que je trouve avec Penaud, c'est qu'il est dans la continuité, c'est qu'on sent un potentiel qui est énorme, mais qu'il y a des bugs. Non, mais vraiment, qu'il y a même 2-3 actions hier contre Toulouse où on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Il arrive à passer et il fait un truc inexplicable, hein, soit un coup de pied alors qu'il n'y a pas lieu d'être, soit une passe ratée qui semble immanquable. Et au final, c'est ce qu'on reproche depuis longtemps à Penaud et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à gommer peut-être cette rigueur sur arriver à conserver cette lucidité sur des gestes, des mouvements, alors qu'il a fait le plus dur. Donc, le syndrome de la 79e de Dupont et pendant 80 minutes. c'est ça, c'est que il y a un truc exceptionnel qui arrive et hop, il y a un bug, quoi. Bref. Ok, du coup, après, à revoir hein, cette paire de centres, hein, Penaud-Vili, Holmes et Aki sont pas marrés hein, hier. Hein. Loin de là. Du coup, on va ouvrir la page 15 de France. Donc, je fais appel à vos souvenirs de vacances pendant que vous étiez en claquette avec votre bière à la main en train de déguster vos merguez. Il y a eu cette tournée du 15 de France en Australie. Tournée particulière parce que elle s'est faite sans finaliste du top 14 et tournée particulière aussi parce qu'il y a eu des scores et un résultat historique. Il y a eu un match sur 3 que la France a emporté. C'était le deuxième test, il me semble. Et après, le premier et le troisième, il y a eu une défaite, mais de très peu de choses. C'est moins 3 points. Alors, est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Quel est votre sentiment par rapport à la gestion de Galtier d'abord? Comment il a réussi à gérer son groupe avec beaucoup de néophytes et par rapport au niveau de jeu que ces Bleus-là ont montré à l'autre bout du monde? Moi, ça m'a fait penser un peu à la compétition qu'on avait faite, c'était l'Autumn Cup où on était parti avec une équipe B voire C. Et c'était sur la finale où on avait joué les Anglais avec quasiment une équipe C. Ouais. On avait fait match nul, on avait fait taper. Ça m'a fait penser à ça. Il y a eu beaucoup de joueurs qu'on découvre en équipe de France. Malheureusement, beaucoup d'immaturité. C'est le premier match où on se prend le fameux essai là, c'était terrible ça. Le truc infâme
Ah bah alors tu peux nous faire une petite piqûre de rappel Alors, il me semble que aux auditeurs. ça part d'une action confuse où, en fait, au lieu de la mettre en touche, on la met pas en touche. Euh, il y a trois cafouillages de joueurs de l'équipe de France et en fait, les Australiens arrivent en fait à récupérer sur le dernier cafouillage la balle et ils vont marquer l'essai à la dernière seconde. Ouais, Donc, mais c'est un truc, quand tu vois ça, tu te dis tout ce qu'il faut pas faire au rugby, tu le vois sur l'action. Donc, c'est ça. Comme et contre tu te dis en l'Écosse. plus, oui. Mais tu te dis, c'est quand même, mais en même temps, c'est une équipe tellement, avec tellement peu d'expérience que se retrouver dans ce schéma-là en fin de match face à l'Australie, euh, c'est con, tu te dis merde, on aurait pu gagner, quoi. C'est déjà le premier match. Le deuxième, on arrive Mm. à les tataner. De pas de beaucoup, on arrive. Et puis, le troisième, c'est pareil. Alors, c'est pareil, c'était des matchs en semaine. Enfin, c'était tout, c'était un match tous les 5 jours. C'était aussi merdique au niveau de la gestion du groupe. Il fallait changer à chaque fois quasiment toutes les équipes. Donc, c'était un merdier pas possible pour cette Mais tournée. alors attends, il me semble que Galtier n'avait justement, et ça lui avait été peut-être reproché par certains, il avait fait le choix quand même de pas faire jouer deux, trois mecs du groupe sur aucune minute des trois matchs, justement pour, je crois qu'il y avait Second qui avait pas joué ou un truc comme ça, et deux, trois autres. Et effectivement, il y a eu ces choix-là. Après, effectivement, pour revenir à ce premier match. Contre l'Australie, il y avait eu la France avait perdu 23-21. Effectivement, on mène tout le match et ils ont une touche pour eux dans leur camp. Il reste 30 secondes à jouer, donc là tout le monde est en train de décapsuler les bières dans les vestiaires. Et effectivement, tu as un lancé en mode pizzaiolo de je sais pas qui d'ailleurs, peut-être Etriard ou un truc comme ça, et quelques bugs avec Iribarren encore, hein. Enfin encore. Je tire pas sur l'ambulance, mais je crois qu'Iribarren fait une belle saucisse. Il me semble, mais de toute façon, ils sont quatre ou cinq à la faire, hein, parce que Ouais, entre la Mm. balle qui est pas sortie en touche, mais le cafouillage, ouais. vouloir repartir devant alors que c'était alors, il y avait des Estoniens qui arrivaient dessus. Ils s'y sont tous mis, hein, ça a été Hmm. vraiment collectif. Mais tu as raison d'insister sur le fait qu'au final, c'est peut-être que ils s'y attendaient pas déjà d'être à ce niveau-là. Alors je sais pas ce que vous en pensez, Hugo et Moi, Thomas, mais ils s'y attendaient pas ouais, sur cette fin de match, en tout cas sur ce ouais. premier match. Hmm. On voit que ils ont presque perdu leurs moyens sur le fait qu'ils disent, attends, on est en train de gagner, c'est chose qu'on n'a jamais fait depuis 40 ans en Australie. On n'est que des mecs qui sont susceptibles de même plus être titulaires après cette tournée. Et voilà, il y a eu cette perte de moyens et peut-être, Ouais, c'était un très beau ouais. match en tout cas, hein. Moi, la victoire, la défaite, effectivement, on les a battus au deuxième, on aurait pu gagner la tournée. Moi, je crois quand même que c'est le révélateur d'une incroyable richesse du rugby français, une génération de joueurs absolument fantastiques. Il y a un réservoir actuellement en France de joueurs qu'on n'a pas connu ces 10 dernières années. Donc, pour moi, c'est quand même une explication très importante de la qualité du jeu. Ensuite, je pense qu'il y a un staff très étoffé qui a énormément anticipé. Et pourtant, je suis pas du tout fanat de Galtier, c'est rien de le dire. Mais il y a un staff autour de lui, de techniciens, qui a énormément anticipé cette tournée. Je pense qu'ils avaient les joueurs en tête depuis un moment, le type de jeu qu'ils voulaient leur faire jouer, même l'équipe, hein, puisque effectivement il y a des joueurs qui n'ont pas joué de la tournée. Et donc ça, c'est un des premiers constats moi que j'ai fait, c'est vraiment la preuve par l'exemple de l'incroyable richesse du réservoir actuel, de cette génération de joueurs qui est de cette volonté et de ce mental qu'ils avaient sur le terrain de la première à la dernière minute, d'être grisés. C'est peut-être d'ailleurs pour ça
qu'à la fin du premier match, ils étaient grisés eux-mêmes. Ils auraient joué 2 matchs à la suite, presque. Ça, c'est moi le premier constat que je fais. Le deuxième constat, quand même, c'est que l'Australie, c'est une équipe nouvelle qui commençait. Je pense que la conjugaison des deux a fait le succès, parce que même s'il y a 2 défaites, pour moi, c'est quand même une tournée où d'autres joueurs se sont affirmés par rapport à l'équipe principale et au fait qu'il n'y ait pas les Toulousains ni les Rochelais. Donc voilà, les 2 conjugués, je pense. Enfin, moi, je tire un constat très positif de cette tournée. Les Cameron Rocky, Jelonche qui était capitaine, qui aurait cru que Galtier allait nommer Anthony Jelonche capitaine. Enfin, moi, je l'imaginais pas trop. Et d'autres joueurs comme ça qui se sont révélés. Donc voilà, moi, je garde un très bon souvenir de cette tournée, de cet esprit, encore une fois, de ne rien lâcher, de se battre, d'être confiant, d'avoir une confiance. On sentait qu'ils avaient quand même beaucoup de confiance en eux. Ils jouaient juste, donc hormis cette fin de match là, voilà. Donc à la fois cette génération de joueurs, le démarrage de l'équipe d'Australie, on l'a vu, ils ont enchaîné l'équipe de France. Après, ils ont joué les All Blacks. Bon, ils ont perdu, mais là, ils ont battu 2 fois les Sud-Africains, alors que les All Blacks eux ont énormément de mal à les battre. Donc voilà, moi c'est l'impression que j'ai eue de cette tournée. Ouais. Thomas, quel est ton avis? Est-ce que tu pourras aussi rajouter un petit point sur Melvin Jaminet quand même, parce que c'est un peu le joker qui sort du chapeau de Galtier, un joueur qui n'a pas de jeu au top 14 et qui se retrouve international. Tout à fait, mais je pense que dans la tête de Galtier, l'objectif c'est 2023 et la Coupe du Monde. Et il sait très bien que l'équipe de France qu'il a là, l'équipe de France A, sera pas la même en 2023. Donc cette tournée lui permet aussi d'identifier les joueurs qui feront partie de cette équipe et de les acclimater à l'ambiance équipe de France, au staff qui sera vraisemblablement le même, etc., etc. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour Galtier, que je n'aime pas non plus énormément, de se faire une bonne équipe, de prendre contact avec des joueurs, de les suivre pour après permettre à ces joueurs-là qui sont l'équipe B voire C de percer en équipe de France. Et ça permet aussi à l'équipe A de se dire il y a des jeunes qui poussent et si on fait pas le taf, on va être remplacé et la liste est longue pour chaque poste. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité, un très bon message pour l'équipe de France. Et au vu de la richesse actuelle des Français dans le rugby, je pense qu'avec les U20 notamment, les 2 générations de U20 qui étaient déjà champions du monde, je pense qu'en 2023, on ne peut pas faire autrement qu'au moins se retrouver en demi ou en finale. Tu me coupes l'herbe sous le pied, mais effectivement, on va en parler à la fin rapidement de la page internationale pour parler peut-être encore d'un pronostic à l'heure d'aujourd'hui sur cette Coupe du Monde. Il y a quand même, je pense, un joli clin d'œil à faire sur Melvin Jaminet, qui était un joueur qui, comme je l'ai dit, n'avait pas une seule minute top 14, qui serait retrouvé titulaire buteur sur les 3 matchs à l'arrière de l'équipe de France, qui a été ultra performant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il a loupé une pénalité ou 2 en cumulé sur les 3 matchs, pardon. Et effectivement, moi, si je peux rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, en fait, je suis assez sidéré d'entendre qu'on a un réservoir gigantesque, alors que il y a, je dirais, 6-7 ans, on avait un discours complètement inverse, à dire c'est la fatalité, on n'a pas de 10, on n'a pas de 9, on n'a pas de paquet d'avant. Je sais pas comment c'est possible au final qu'on ait pu trouver tant de joueurs et une telle dynamique au niveau, on va dire, des années, je veux dire, année de naissance des années 95 à 2000, maintenant,
Alors que, enfin, ça me paraît bizarre quand même qu'il y ait eu aucun bon joueur, on va dire des années de naissance 85 à 92, pour se retrouver avec là, on sait même plus qui mettre dans le paquet d'avant tellement on a de joueurs, on sait même plus qui mettre derrière tellement on a de joueurs. J'ai quand même l'impression, et là, je pense que tout le mérite revient à Galtier et son staff, qu'ils ont réussi à, comment dire, mettre un accent supérieur et une haute responsabilité sur une cape internationale. Et il n'y a plus aucun problème, comment dire, presque d'attitude en fait des joueurs. C'est-à-dire que n'importe qui pour n'importe quel match, on sent tous les joueurs français animés d'une motivation et d'un désir quand même inlassable d'être brillants et de se donner à fond. Je pense, je pense qu'il y a Vas-y. aussi un truc, si je peux me permettre, c'est que il y a aussi l'effet GIF. On a vu que de toute façon, les clubs du top 14 étaient aussi obligés de donner la chance aux jeunes et que avant, les clubs préféraient prendre, et ça peut se comprendre, les clubs qui sont dans les optiques de gagner les compétitions pour aussi faire un peu de profit, pouvoir un peu augmenter leur publicité, leurs choses comme ça, en fait, préféraient s'appuyer sur des vieux briscards internationaux que de faire confiance à des jeunes. Et là, j'étais pas forcément pour cette politique-là. Elle porte ses fruits, quoi. C'est-à-dire que certains jeunes que les clubs ont dû mettre, ont dû proposer pour les matchs, ben, du coup, il faut les mettre à niveau. Euh, et je trouve que depuis que cette politique-là a été mise en place par la fédération, les clubs n'ont jamais proposé autant de jeunes. Et tu t'aperçois que ben, en équipe de France, comme par magie, enfin, je veux dire, le top 14 est quand même un très bon championnat. Ouais. Et forcément, ben, tu te retrouves avec des joueurs qui sont guéris au plus haut niveau. Tu mets quelques joueurs internationaux un peu à côté, et ben tu leur fais prendre de l'expérience, tu leur montres que c'est véritablement que le haut niveau. Bon, après, c'est pas magique pour tous, mais pour quelques-uns, ben, ça leur suffit et ça leur permet de passer un cap. Et puis, ben, tu te retrouves avec des joueurs un peu plus performants en équipe de France. Et voilà. Et certains postes qui étaient absolument pas pourvus, ben, tu te retrouves avec deux, trois joueurs. Parce que ben, quand tu regardes maintenant sur les principales équipes du top 14, au poste de numéro 9 et de numéro 10, ben, avant, tu pouvais avoir deux étrangers sur ce poste de numéro 10. Maintenant, tu as au minimum, alors tu peux avoir un étranger, mais tu peux avoir aussi un jeune qui va avoir un niveau quand même assez excellent. Et voilà. Et je pense que l'émergence de ce nouveau talent, c'est aussi grâce à ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, effectivement, donc pour faire un rapide débrief au niveau scoring, il y a eu donc trois matchs avec trois très faibles écarts de points entre les deux équipes et la France a perdu le premier 23-21 sur un Deus Ex Machina complètement rocambolesque à la fin. Après, ils l'ont emporté 28-26. Le deuxième test avec, je me souviens, une dernière mêlée remportée de manière complètement homérique où tous les remplaçants ont renversé le paquet australien pour permettre à Jaminet de enquiller 3 points qui nous faisaient passer devant. Et après le dernier match, qui a été un match magnifique et qui nous a vu perdre de 3 points, 33-30, sachant quand même que sur ce dernier match, l'Australie a fait un peu comme le Stade français la face à Castres, c'est-à-dire qu'ils ont joué tout le match à 14, mais ça les a pas empêchés de l'emporter. Quels sont, juste rapidement, hein, on va faire en deux, trois noms, quels sont les points, vraiment les grandes, les joueurs qui ont vraiment réussi à tirer leur épingle du jeu sur cette tournée, si vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez genre deux, trois noms de joueurs qui ont indubitablement marqué des points là? Tu l'as cité, Jaminet, je pense à Woki aussi, Ouais. Woki, il qui y a, marque un essai incroyable, Woki, ouais. qui marque enfin un essai de funambule incroyable. Il y a Arthur Je Vincent, il me longe quand semble. même. Ouais, je Ouais, longe. Arthur Vincent, je Ouais, longe, voilà. ouais, je Et pense puis que d'autres, sans doute, mais voilà, pour moi, ceux qui sont ressortis.
Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que vous avez d'autres noms à donner? Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que les 3 joueurs qui avaient plus de 20 sélections, notamment, on en parlait tout à l'heure, Damien Penaud, n'ont pas percé par rapport aux autres. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont quand même installés en équipe de France depuis plus de temps que les autres, et pourtant, ils n'ont pas leur place et ils n'arrivent pas à faire la différence. Ouais. Non, mais c'est vrai, ils vont avoir et effectivement, tu l'as dit et on va probablement enchaîner dessus, mais il est à la Coupe du Monde dans 2 ans qui va arriver. Et cette jeune génération fait plus que taper à la porte pour voir s'il y a de la place. Et les places seront chères, donc il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans. Mais effectivement, on peut quand même penser que pour Damien Penaud, à moins de réussir un exercice, 2 exercices, 2 saisons archi pleines, ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour lui. Mais bon, écoute, à voir. Avant de faire des pronos sur la prochaine Coupe du Monde, il faut quand même parler des matchs de l'hémisphère sud là qui viennent de se terminer. Donc il y a eu un espèce de Four Nations dont le nom a changé, qui a vu donc s'affronter l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, sans surprise, la Nouvelle-Zélande l'a emporté. On va pas faire débrief match par match, hein, mais on va faire un rapide point quand même sur l'état de forme des équipes. On a brièvement parlé de l'Australie, on va en reparler un petit peu parce qu'il y a 2, 3 choses à dire, mais commençons par les All Blacks. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la machine All Black? Est-ce que ça y est, ils sont revenus à leur niveau stratosphérique ou est-ce que c'est la faiblesse des autres qui les fait se mettre en haut de l'affiche? Ben, je sais pas. Franchement, euh, Ouais, c'est j'aurais compliqué. pensé ça. J'aurais pensé ça. Et puis le dernier match là contre l'Afrique du Sud, fébrile. Les Australiens les avaient tapés 4 essais, leur avaient marqué 4 essais. Là, on a vu des All Blacks fébriles. Ils ont gagné grâce à un coup de pied de mammouth Ouais, de 45 mètres en de Jordi pointe Barrett. de Jordi Barrett. Voilà, sans ça, ils perdent. Voilà, c'était un match haché. Alors bon, les Sud-Africains ont un jeu pour Terrible, faire déjouer, voilà, dur, petit jeu, pas beaucoup de passes, voilà, qui, qui fait un faux rythme. Mais bon, les Australiens manifestement avaient trouvé la clé. Voilà, donc avant, bon, l'Argentine, je mets un peu de côté. Les Australiens, ils les ont plus battus, mais là aussi, les Australiens, ils sont joueurs, comme les All Blacks. Et voilà, après, sur un petit jeu, je sais pas. Moi, je sais pas. Il y a sur certains postes au centre, ça a l'air de se chercher quand même encore. En troisième ligne aussi, hein. En troisième ligne, je trouve que ça se cherche hein, côté All Black. Hein. Parce qu'Hardy Ouais, mais Savea, c'est devant, ils sont pas forts. Hein. devant Devant, ils ils sont sont. forts. Hein. Mais ils ont quand même la Devant, ils sont chance. forts. Ils Hein. ont la chance d'avoir retrouvé Brody Retallick. Hein. Et heureusement qu'il revient lui, Mm. parce que sinon, ce serait encore plus chaud. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Thomas et Christian, mais moi, je suis plus de l'avis que les Blacks là ont brillé parce que les autres ont affiché un niveau qui était pas Mm. vraiment terrible, hormis peut-être Mm. l'Australie à part, mais sinon, Ils je m'ont trouve. plus surpris. Par le passé, ils m'ont plus surpris avec des points d'accélération, de même des troisième lignes qui étaient Mm. juste impressionnantes. Là, ils arrivaient à se trouver, mais en même temps, ils jouent tellement ensemble, c'est normal. Euh, il y avait des fautes dans les défenses adverses, donc c'était pas éblouissant. C'était du beau jeu, Mm. mais du peu que j'ai vu, c'était pas éblouissant non plus, quoi. Ouais. Mais Après, vas-y, Christian. les conditions n'étaient pas non plus. On va pas reparler de choses qui fâchent avec le Covid, mais on sait que normalement, ça aurait dû. Enfin là, ça s'est passé qu'en Australie. Euh, au niveau comment dire, la Nouvelle-Zélande, il y a eu des protocoles, des machins. Je pense que c'était peut-être pas forcément non plus les meilleures conditions pour faire cette compétition-là.
Bon, après, il fallait qu'ils la fassent, hein, parce qu'ils avaient signé des contrats publicitaires et tout, donc ça leur rentre aussi énormément d'argent. Mais après, est-ce que ça a joué au niveau de leur performance à savoir. C'est vrai que parce que là, ça fait quand même 2 mois qu'ils sont partis loin de tout le monde. Alors bon, on se dit pour une Coupe du Monde encore, c'est encore particulier. Tu dis, tu fais ça une fois tous les 4 ans. Euh, Là, c'est quand même, je sais pas. C'est vrai que j'ai moins suivi un peu parce que c'est pareil, ça m'a moins emballé cette saison-là, cette compétition d'hémisphère sud, quoi. Mais J'étais moins porté. c'est vrai que tu as raison de souligner quand même malheureusement et encore l'aspect Covid. C'est vrai que on sait que la politique néo-zélandaise par rapport à la gestion du Covid est quand même très différente des politiques, on va dire, de l'hémisphère nord. Hum, Et eux, ils ont des systèmes de quarantaine ultra stricts. C'est ce qui a vu annuler le premier test, je crois, contre l'Australie ou contre l'Afrique du Sud, je sais plus. hum. Et effectivement, c'était très très lourd pour le process pour les joueurs néo-zélandais. Donc, on peut penser que ça a pu influer sur la qualité de leur prestation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Après, c'est aussi vrai qu'ils ont absolument pas été emballants ah non, sur non, ces mais quatre c'est matchs-là. pareil. Mais même de façon générale, les 4 équipes, hein, enfin, je veux dire, l'Argentine, c'était quand même pauvre à voir. Enfin, je trouvais que j'ai vu des images, c'était Ouais. pas. Et on va pas Alors revenir après, sur la tournée des Lions, Mais ouais, où ça a justement, été vraiment c'était catastrophique, hein. ah, Purge. c'était C'est une une purge. bouillie de rugby, c'était abominable. Ouais. Oh, Bah, il y a eu Colby quand même abominable. qui à un moment, à un match, a fait un beau truc. Ouais, Et après, un éclair. c'était très triste. Et effectivement, on aurait pu penser que, justement, est-ce que les nouvelles règles du top 14 vont être mises pour le rugby international sur ce genre de match, ou même le match All Black Afrique du Sud là de ce week-end? On peut l'espérer, hein, tant que le jeu au pied a été utilisé à foison, avec une qualité qui laissait parfois désirer et qui a pris le pas sur le jeu. Et il y a eu vraiment des matchs qui ont été d'une piètre qualité. Bref, tout ça pour faire poser une vraie question et en tout cas donner mon avis personnel et à voir si vous le partagez. J'ai l'impression, moi, de mon côté, que quitte à jeter des fleurs et à être cocorico, que aujourd'hui, l'Angleterre et la France sont meilleures que ces équipes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? euh, moi, je dirais que de toute façon, ces Moi, je équipes-là savent se dirais préparer. que... Non, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Bon. Moi, je dirais que l'équipe de France a surpris tout le monde. Euh, et ils ont eu une année et demie, là, avec le jeu de la dépossession, hein, on n'en a pas parlé, de pas assumer, hein, de prendre le jeu à le compte. Euh, Ils ont surpris dans cette technique euh, et ils ont remporté leur match. Après, le plus dur va commencer maintenant. Hein, on l'a vu contre l'Écosse. Ça a été un match. Voilà, on s'est fait contrer, on a perdu. Donc voilà, franchement, moi, je vois pas d'équipe aujourd'hui, hémisphère nord, hémisphère sud, euh, qui se dégage. Hein. Effectivement, je pense que entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ça s'est assez aplani en termes de jeu. Je pense que on arrive en 2022, juste avant la Coupe du Monde. Tout le monde va prier pour que les joueurs phares ne se blessent pas. Hein. Ça va être aussi un enjeu par rapport les Blacks avaient fait une impasse, on se rappelle, hein, quasiment un an des meilleurs joueurs, hein, pour pas qu'ils arrivent blessés. Donc voilà, on est arrivé dans une période un peu comme ça, où certains vont chercher à monter en puissance, comme l'équipe de France. D'autres vont chercher à conserver leurs joueurs.
moi, j'ai pas. Avant, l'hémisphère sud avait repris 2, 3 ou 4 longueurs d'avance. Je pense que ça s'est largement aplani. De là à dire que l'Angleterre, dont on n'arrive pas à savoir encore s'ils sont très bons ou s'ils sont très moyens, et cette équipe de France, voilà, qui a besoin encore d'engranger des grandes victoires et des grands matchs. Donc, le tournoi va avoir son importance. Mais voilà, j'ai plus le sentiment que hémisphère nord et hémisphère sud aujourd'hui, on a du mal à voir à 1 an et demi de la Coupe du Monde qui se dégage. Voilà. Mais je pense que l'important, en fait, c'est quelle sera la meilleure équipe le jour J. Et 1 an et demi, c'est quand même long. Et du coup, effectivement, enfin, je suis d'accord avec toi, l'Angleterre et la France semblent être les grandes équipes en ce moment, mais si le jour J, c'est plus le cas, ça nous fera une belle jambe, quoi. Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que la difficulté, c'est que oui, on est content que la France ait réussi à performer avec l'équipe C, l'équipe B. Maintenant, effectivement, il va falloir. Et là, je trouve que la France peut pas se permettre de faire l'impasse de ses meilleurs joueurs sur les échéances internationales qui précèdent la Coupe du Monde, tant et si bien qu'en fait on n'a pas fait tant de matchs que ça ensemble. Et le vécu, on le voit bien, est terriblement important. Les Blacks peuvent se le permettre parce que, comme l'a bien dit Christian, ils jouent tout le temps ensemble. Donc, il se trouve, nous, notre 15 type, ou en tout cas notre groupe de 22 qu'on peut estimer titulaire, doit emmagasiner de la confiance et des résultats. Pour l'instant, il n'y a pas eu tant de. Si on regarde les résultats de Galtier, ils sont pas non plus stratosphériques. Faut pas se voiler la face. Il y a eu des belles prestations, mais il n'y a pas eu il n'y a pas un énorme ratio de victoires. Donc, je suis confiant sur le fait que la France dispose d'un gros groupe et va faire des bons résultats. Et moi, en tout cas, je mets une pièce sur une victoire en Coupe du Monde de l'Angleterre ou de la France. Voilà. Et toi, Il va Christian? falloir dégager une équipe. Il va falloir dégager une équipe quand même. Gros réservoir, mais il va falloir dégager. Enfin, au sens, il va falloir que 15 ou 16 ou 17 ou 23 se dégagent et forment quand même le cœur de. Voilà. Christian, toi, t'en penses quoi? T'as pas l'air convaincu par une victoire anglaise ou française à la Coupe du Monde? Alors, anglaise, je ne vois pas forcément sortir. Non, mais après, le problème des Français, c'est que on est vachement positif par rapport à la réserve de joueurs qu'on a. Le problème, c'est comme tu le dis très bien, on est plutôt positif, mais il n'y a pas de victoire. Cette saison, Galtier voulait absolument gagner le tournoi, on ne l'a pas gagné encore une fois. On se dit qu'on a des joueurs en réserve, mais on s'aperçoit qu'on ne gagne pas. C'est bien de pouvoir espérer, de se dire oui, on a des joueurs, on a une réserve, si machin se blesse, on a truc bidule. Mais le problème, c'est que on n'a pas les victoires qui vont avec, quoi. C'est-à-dire qu'on a la potentielle victoire, mais on n'a pas la victoire. Et au bout d'un moment, un groupe, ça se construit aussi sur des victoires, quoi. Et il faut pouvoir passer ce cap-là. Et si cette année, pré-Coupe du Monde, on arrive à aller gagner le tournoi des 6 nations. Ouais, mais c'est pareil, c'est 5 nations. Oui, non, c'est parce que j'ai Alzheimer un petit peu une fois. Mais si on arrive à aller gagner ce tournoi des 6 nations, on pourra plus se poser comme favori au niveau de la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, il faut avoir une victoire. Enfin, une victoire dans un grand tournoi. Ok. Bon, moi, en tout cas, je les vois gagner. La France, on est champion du monde en 2023. Voilà. Thomas. Du champagne chez toi, alors. Ah ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on mangera des merguez. Thomas, aussi, je sais que tu partages cet avis. La France est la meilleure équipe du monde maintenant et ça pour au moins 5 ans. Je l'espère. Après,
je pense que la France a tout pour être la meilleure équipe du monde. Ensuite, il n'y a pas que l'équipe, il y a le collectif aussi qui va avec. Et ça, il appartient à Galtier et son staff de réussir à en tirer le meilleur. Ouais, en espérant qu'il n'y ait pas de Covid-like, évidemment, d'ici à 2023, pas dans le sens, on va dire, événement planétaire, mais dans le sens gestion managériale, où là, je pense que ça met un peu en lumière les carences de Galtier et de sa gestion d'hommes, comme l'a montré sa précédente gestion du tournoi Destination et de la bulle sanitaire. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez juste parler d'un truc qu'on a oublié d'évoquer ou insister sur quelque chose? Est-ce qu'on peut être champion du monde avec un système de jeu basé sur la dépossession? Moi, je pense qu'ils vont arrêter. Ça serait une bonne conclusion. Moi, je pense Galtier va arrêter ce schéma-là. Je pense qu'il va arrêter. Ouais, mais j'ai ce sentiment-là. Alors peut-être pas sur cette échéance de cette année, mais peut-être l'année prochaine. Je pense que, tout dépend aussi de voir comment les règles du rugby vont évoluer, s'ils vont continuer leur 50-22 sur le rugby international ou pas. Ça aussi, ça va changer pas mal de choses. Mais il y a trop de qualité, je trouve, par exemple, à la charnière, pour continuer à demander à Dupont de jouer par-dessus sans arrêt, à Ntamak de faire de l'occupation sans arrêt. Ce serait, en tout cas, de mon avis, un gâchis. Et en plus, ça porte ses fruits. C'est pas comme si on demandait à des joueurs brillants de tenter des coups sans que ça fonctionne. On sait que ça peut fonctionner. Alors effectivement, le top 14 n'est pas le niveau international, même si c'est un très bon niveau. Mais je pense que ce serait du gâchis. Et j'espère que Galtier et son staff vont se dire à un moment, on arrive à être performant, mais comme l'a dit si bien Christian, on n'a pas de victoire majeure d'un tournoi. Essayons un schéma un petit peu alternatif pour essayer d'enfin emporter un tournoi. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Tout à fait. Ok, mais écoutez, je pense qu'il est temps de conclure. Il n'est pas minuit, donc on a réussi à faire ça, à tenir tous les sujets en à peu près 1h40. C'était très sympa, en tout cas, de vous retrouver. J'espère vous revoir bientôt. Et je vous souhaite du coup de bons matchs. On va suivre de près avec la direction de Radio Magazine Co le classement des pronostics. On part sur 3 pronos par week-end et on va faire un classement de qui est le Paul Le Poulpe des chroniqueurs pour voir qui c'est qui a le micro sur les matchs. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à bientôt. Salut. Salut.